Bonjour à tous, merci beaucoup d'être ici avec nous pour ce panel. Donc, je vais présenter tout d'abord, je vais présenter déjà moi-même, je suis Pilar Acosta, donc je suis enseignante-chercheuse à l'École Polytechnique et je travaille donc au sein de la chaire Technology for Change. Et je vais présenter les panélistes qui nous accompagnent aujourd'hui pour parler de chaîne globale de valeur et scope 3 et réduction des gaz à effet de serre et les approches au sein de cette chaîne de valeur. Donc, Yui, qui est directrice de recherche en charge de la modélisation économique et de la data science au sein d'Accenture Research France. Elle mène des études qui identifient et anticipent les tendances susceptibles de transformer les entreprises en s'appuyant sur les techniques de data et de modélisation économique. Et elle travaille notamment autour des sujets de la chaîne de valeur, de l'intelligence artificielle et de la data. Bienvenue. Nous avons aussi parmi nous donc Jean-Benoît Bessé, qui est diplômé de l'École Polytechnique et de l'École nationale supérieure de télécommunications et qui travaille au sein du groupe Orange depuis 1994. Il a intégré le groupe en recherche et développement, puis est devenu responsable du déploiement et de l'exploitation du réseau ATM en France. En 2002, il a créé l'activité d'animation commerciale pour Orange sur les services data des données mobiles entreprises. Et puis, après un passage dans le marketing, il a rejoint la direction de la stratégie. Et en 2016, il a rejoint la direction technique et les systèmes d'information. Notamment, il a participé au développement du montage ou le montage de la direction environnement pour l'appropriation des enjeux au sein du groupe. Et depuis juillet 2023, il est nommé directeur de la transition environnement et énergie du groupe. Bienvenue. Et puis Max Blanchet, qui est Senior Manager Director en charge de la practice mondiale Supply Chain et Operations Strategy chez Accenture. Il est spécialiste justement de l'industrie et a publié plusieurs livres sur le sujet, notamment, j'en cite deux, Les champions industriels du XXIe siècle et Industrie 4.0 et l'industrie décomplexée. Il a fait toute sa carrière en conseil et stratégie et aujourd'hui, donc, comme je l'ai dit, il est responsable au niveau mondial de la pratique Supply Chain et Operations au niveau global. Bienvenue. Donc, on va commencer d'abord par Yui. On aura une série de présentations et puis par la suite, on pourra échanger avec vous sur ces sujets de présentation. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir vous présenter la recherche qu'on a réalisée chez Accenture Research en collaboration avec la chaire sur le sujet des défis et les stratégies des entreprises pour réduire leurs émissions du scope 3. Donc aujourd'hui, on a déjà pas mal parlé du changement climatique et son impact. Donc l'urgence climatique a donc incité et aussi peut-être exigé les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et on constate aujourd'hui de plus en plus d'entreprises ont déjà pris l'engagement de réduire leurs émissions, donc arriver à un objectif, ce qu'on appelle de net zéro. Et ici, je voudrais vous illustrer leur ambition et leur engagement à travers les data. Donc, ce qu'on constate ici dans le graphe à gauche, c'est une analyse qu'on a réalisée auprès des 2000 plus grandes entreprises dans le monde. Et parmi ces entreprises, il y a 37% de ces entreprises dans le monde en entier ont déjà fixé des objectifs, ce qu'on appelle des net zéro, tous scopes confondus. Donc, ce sont des objectifs les plus contraignants. Ensuite, on a 18% de ces entreprises qui ont fixé un objectif net zéro seulement avec scope 1 et scope 2. Et le reste des entreprises, donc à peu près la moitié de ces entreprises, en fait, n'ont pas d'objectif net zéro ou pas d'objectif du tout. Et je voudrais souligner également du fait que le 37%, ça a été mesuré en 2023 et ça a évolué d'un chiffre de 34% en 2022, ce qui signifie une légère progression de l'engagement de ces entreprises. Donc si on regarde un peu plus en détail de ces objectifs au niveau des régions, on constate que les entreprises européennes sont bien en tête par rapport aux entreprises des autres régions. On a presque 2/3 de ces entreprises qui ont déjà fixé l'objectif les plus contraignants, comme je vous ai dit tout à l'heure, de net zéro avec les 3 scopes confondus.
Et par contre, les entreprises en Amérique du Nord ou en Asie ont beaucoup moins d'entreprises qui ont fixé ces objectifs. Et donc, si on parle du scope 3 maintenant, ce qu'on constate également, c'est que plus en plus d'entreprises parlent du scope 3. Et dans le graphe à droite du diapositive, ce qu'on constate, premièrement, c'est que depuis 2017, il y a plus en plus d'entreprises qui parlent du scope 3 dans leur communication. Et ici, on a analysé les transcriptions des appels des résultats financiers des entreprises. Et on voit que partout dans le monde entier, il y a plus en plus d'entreprises qui s'intéressent au sujet du scope 3. Et deuxièmement, encore une fois, c'est des entreprises européennes qui sont en tête. Donc, un petit rappel des définitions, peut-être tout à l'heure quand je parlais de scope 1, 2, 3, vous êtes mais c'est quoi scope 1, c'est quoi scope 2, scope 3? Donc, c'est bien de faire un petit rappel, du coup, comme ça, on est bien s'aligner sur de quoi on parle. Donc, quand on parle du scope, des 3 scopes, selon le protocole de Casa-Wetzel, le scope 1, en fait, ce sont des émissions, quand on regarde une entreprise, c'est les émissions liées aux émissions directes de l'entreprise, dans le périmètre de l'opération. Et les émissions du scope 2, ce sont donc les émissions liées à l'énergie consommée par l'entreprise. Et tout le reste des émissions indirectes sont classées dans la catégorie des émissions du scope 3. Et ensuite, on peut les décomposer en émissions en amont et les émissions en aval pour le scope 3. Et dans notre étude, on s'intéresse aux émissions du scope 3 en amont. Ce sont principalement des émissions liées à la chaîne d'approvisionnement. Et pourquoi le scope 3? Et en fait, le scope 3, c'est très important pour les entreprises d'atteindre leurs objectifs net zéro. Et ici, je voulais vous illustrer avec des données. Donc, dans ce graphe-là, ce que vous allez voir, c'est un contraste qu'on voulait vous montrer entre les émissions du scope 1, donc dans la périmètre de l'entreprise qui se situe à gauche du graphe, donc en couleur turquoise, et à droite du slide, ce sont des émissions en amont, donc décomposées en scope 2 et scope 3. Ce qu'on voit ici, c'est les émissions pour toutes les industries qu'on a de l'ordre croissant du haut vers le bas, de toutes les industries en termes de leurs émissions scope 1. Et en gros, ce qu'on peut constater, c'est les 3 types d'industries qu'on pourrait retrouver ici. On a les industries comme énergie, utilities, qui ont principalement leurs émissions qui se situent dans leur périmètre, dans le scope 1. Et on a les types d'industries comme le transport qui ont à peu près le même ordre de grandeur en termes d'émissions scope 1 et les émissions en amont. Et ensuite, on a également les émissions, les industries qui sont plutôt en aval de la chaîne de valeur, comme le high-tech, l'automobile, aéronautique et défense, et aussi industries lourdes, comme je l'ai souligné en couleur. Ce sont en fait des industries où on a un rapport entre les émissions scope 3 et les émissions scope 2, un ratio supérieur à 10 fois. Ça veut dire que pour ces industries d'atteindre leurs objectifs net zéro, tous les scopes confondus, c'est indispensable de penser au scope 3 et ce n'est pas possible de les négliger. Et par contre, ce qu'on constate également, c'est que le scope 3, c'est assez difficile à traiter. Et ici, on va vous illustrer un peu pourquoi on a ce constat. Donc, le scope 3, il faut revenir un peu à la définition du scope 3. En fait, concrètement, qu'est-ce que c'est ? En fait, les émissions du scope 3 en amont d'une industrie, ce sont les émissions du scope 1 et scope 2 des industries qui fournissent cette industrie. Dans l'exemple de high-tech, par exemple, ce sont principalement les émissions du scope 3 de l'industrie high-tech, ce sont principalement les émissions du scope 1 et scope 2 des industries comme énergie, chimie, ressources naturelles et industries lourdes, comme je l'ai souligné ici. Et gardons ça en tête. Ensuite, comme on a vu tout à l'heure que beaucoup d'entreprises ont déjà fixé des objectifs pour atteindre le net zéro, une question qui se pose ensuite, c'est est-ce que ces entreprises vont y arriver? Donc, du coup, chez Accenture, on a construit cette modélisation justement pour analyser combien de temps il leur faut pour atteindre ces objectifs fixés. Et on a donc montré le résultat ici dans ce graphe-là. Les objectifs fixés par les entreprises, dans l'année à laquelle ces entreprises pensent qu'elles vont atteindre leur objectif ou s'engagent à atteindre ces objectifs. Donc, c'est marqué en couleur violet clair.
Et le résultat de notre modélisation, donc c'est l'année à laquelle on pense que ces entreprises vont atteindre leurs objectifs selon notre scénario. Donc la ligne entre les deux couleurs, ce sont donc l'écart entre ce qui s'engage et ce qu'on estime. Donc malheureusement, très peu d'industries pourraient atteindre leurs objectifs dans le temps. Et en plus, les industries à droite du graphe, ce sont les industries non seulement vont probablement atteindre leurs objectifs très tardivement dans le temps, mais en plus, l'écart entre leur engagement et le temps pour eux d'y arriver est très important. Donc, si on revient à notre définition du scope 3 tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces industries de l'énergie, de chimie et de ressources naturelles, si elles vont avoir du mal à atteindre leurs objectifs d'atteindre net zéro scope 1 et scope 2, ça veut dire que ça va être très difficile aussi pour l'industrie high-tech d'arriver à leurs objectifs net zéro du scope 3. Puisque, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est par là ça vient. Et ensuite, la question se pose, pourquoi c'est aussi compliqué pour les entreprises de traiter les émissions du scope 3? Donc ici, on a voulu vous illustrer à travers notre recherche les différentes complexités qui pourraient expliquer cette difficulté. Donc notamment, c'est ces trois dimensions qu'on voit. Donc premièrement, c'est le manque de visibilité. Deuxièmement, c'est la complexité liée à la chaîne de valeur globale. Et troisièmement, c'est lié aux différentes sources d'émissions. Donc la première complexité liée à cette manque de visibilité, on a donc ici le graphe, ce qui illustre, c'est la décomposition des émissions en amont décomposées par les tiers de fournisseurs. Qu'est-ce que ça veut dire les tiers ici? Donc tiers 1, en fait, ça veut dire c'est les fournisseurs directs de l'industrie, et tiers 2, c'est les fournisseurs directs de fournisseurs tiers 1, ainsi de suite. Donc ce qu'on constate ici, c'est que pour toutes les industries, en moyenne, on a seulement 26% des émissions en amont du scope 3 se situent chez des fournisseurs directs. Comme vous savez, beaucoup d'entreprises aujourd'hui connaissent bien ou assez bien leurs fournisseurs directs, mais ils connaissent très peu ou ils ont très peu de contact avec les fournisseurs au-delà. Du coup, ce signifie que pour les industries, par exemple, automobiles, aerospace and defense, high-tech, elles ont moins que 20% de leurs émissions qui se situent chez leurs fournisseurs directs, ce qui rend la réduction de ces émissions très compliquée par cette manque de visibilité. La deuxième complexité, c'est donc lié au fait que beaucoup d'industries, notamment ces industries en aval, se sont inscrites dans cette chaîne de valeur globale. Donc ici, vous pouvez imaginer ce carré comme toutes les émissions en amont. Et en fait, on l'a décomposé en deux dimensions. La première dimension en abscisse, c'est donc ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est les tiers de fournisseurs, donc de tiers 1 jusqu'à tiers 5 et au-delà. Et en ordonnée, on l'a décomposé par provenance géographique de ces émissions. Donc, qu'est-ce que ça montre ici, ce graphe? En fait, ça montre que chez les fournisseurs directs pour l'industrie high-tech en Europe, par exemple, c'est normal qu'on a beaucoup de fournisseurs plutôt locaux en Europe. Donc, on voit la couleur bleue assez importante chez le tiers 1. Mais plus on va en amont de la chaîne de valeur, c'est-à-dire à droite du graphe, plus on voit l'importance croissante des fournisseurs asiatiques dans la chaîne de valeur et également leur contribution aux émissions en amont de cette industrie. Donc cela illustre également cette difficulté, c'est que non seulement c'est loin dans la chaîne de valeur, en plus c'est loin géographiquement pour ces entreprises de traiter ces émissions, puisque déjà les réglementations environnementales ne sont pas les mêmes. Et enfin, la troisième difficulté est plutôt liée au fait que les différentes sources d'émissions demandent probablement différentes stratégies pour les réduire. Donc ici, on a voulu contraster deux schémas d'émissions en amont pour
deux industries différentes. Donc à gauche, ce que vous voyez, c'est toujours l'industrie high-tech en Europe. Et ici, on a encore une fois décomposé les émissions en amont, mais avec une autre dimension cette fois-ci. Donc en abscisse, c'est toujours par tiers de fournisseurs, mais cette fois-ci, en ordonnée, ce sont les sources d'émissions, donc qui varient de matières premières jusqu'à l'énergie utilisée et aux services. Ce qu'on constate dans ce schéma pour l'industrie high-tech, c'est que plus on va en amont, donc plus on va à droite du graphe, plus on voit l'importance de la contribution des émissions des matières premières, donc c'est la partie rose dans le graphe. Et deuxièmement, ce qu'on peut constater également, c'est que la contribution de la partie énergie, donc ce qui est marqué utilities ici, donc c'est la couleur vert clair, reste systématiquement très important tout au long de la chaîne de valeur, qui montre que la chaîne de valeur de high-tech reste très énergivore. Et si on regarde le schéma à droite, c'est en fait le schéma des émissions en amont pour l'industrie des biens et services de consommation, on voit un schéma complètement différent. Et ici, ce qu'on peut constater, c'est que premièrement, la part des fournisseurs directs, dont les émissions qui sont en provenance des fournisseurs directs, est beaucoup plus importante par rapport à l'industrie high-tech. Et la part des matières premières, dès le tiers 1, ça commence à être déjà très, très important. En fait, la raison pour laquelle on a ce schéma un peu atypique, c'est parce que dans cette industrie-là, on a souvent des entreprises dans l'alimentation. Donc souvent, dès le tiers 1, on commence à avoir beaucoup de fournisseurs directs qui sont dans l'industrie de l'agriculture, donc qu'on a classé dans matières premières ici, qui a une source importante des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on revient au message principal de ce slide, c'est pour dire que pour traiter ces différentes émissions, ça demande différentes manières de réduction et ce n'est pas du tout les mêmes pour les différentes industries et pour les différentes sources. Donc gardons toutes ces complexités en tête. C'est quoi les stratégies qu'on pourrait proposer aux entreprises de réduire toutes ces émissions? Ici, ce sont les 5 dimensions qu'on pourrait proposer. Donc, la première, c'est donc réaliser cette analyse, comme je vous ai montré tout à l'heure, de multi-tiers de chaque entreprise, justement pour pouvoir identifier ce qu'on appelle des hotspots, donc c'est les sources principales des émissions, pour pouvoir justement mieux identifier d'où viennent les sources principales et établir les stratégies adéquates. La deuxième stratégie, ça serait très important d'inclure la durabilité dans le département d'achat. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, le département, disons, sustainability et le département d'achat est encore assez séparé ou pas assez aligné, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de politiques d'achat, la sustainability n'est pas encore inclue. Et la troisième stratégie, ça serait donc d'utiliser la technologie justement pour mesurer et tracer les émissions et pas que, ça pourrait être d'autres informations importantes dans la chaîne de valeur, justement pour réduire cette manque de visibilité. Et la quatrième stratégie, ce serait donc de soutenir et travailler avec les fournisseurs dans leurs efforts de décarbonation. Et dans le slide suivant, je vais vous présenter un peu plus en détail les différentes manières de s'engager avec ces fournisseurs. Et enfin, la dernière stratégie, c'est au sens plus large de collaborer avec non seulement les fournisseurs, mais aussi des pairs dans la même industrie ou même au-delà, justement pour accélérer cette décarbonation au sens vertical et horizontal. Et donc, grâce à notre recherche, on a pu réaliser plusieurs études de cas. Donc, c'est les actions faites par les entreprises aujourd'hui, de s'engager avec les fournisseurs et aussi des partenaires de l'écosystème dans le sens de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on les a catégorisés en 3 types de manières de s'engager. Donc, premièrement, c'est ce qu'on appelle échange. Donc, ici, c'est principalement à travers la technologie de récolter les informations, tracer et de partager au sein de la filière.
justement pour réduire les émissions. La deuxième manière de s'engager avec les fournisseurs, c'est donc ce qu'on appelle la contractualisation. Donc ce sont via les contrats, on va inciter les fournisseurs, les entreprises à réduire les émissions, mais aussi dans un sens de partage et de réduction de risques. Et enfin, la dernière manière de s'engager avec des fournisseurs et aussi des partenaires d'écosystème, c'est au sens un peu plus large, dans un sens de partage, par exemple, de bonnes pratiques, établir les groupes de travail et même des standards au niveau de filière pour pouvoir réduire les émissions. Et enfin, je tiens à vous passer ce message que la réduction des émissions, pas que Scope 3, mais les émissions de gaz à effet de serre, n'est pas seulement une contrainte réglementaire, ce n'est pas juste pour la compliance, ça pourrait également créer de la valeur pour les entreprises via plusieurs leviers, notamment si on arrive à bien s'aligner l'optimisation de la chaîne de valeur et aussi les émissions, on pourrait réduire le coût. Un deuxième levier pourrait être la création de valeur à travers une création de nouveaux produits et services qui sont traçables, durables, qui pourraient s'adresser à des segments de clients un peu plus premium. Et enfin, la résilience est aussi un sujet depuis le Covid, toutes les entreprises s'intéressent. Donc, du fait d'avoir une chaîne de valeur beaucoup plus résiliente, avec plus de visibilité, ça pourrait la rendre plus résiliente et réduire le risque qui pourrait arriver à impacter l'entreprise. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Et on passe la parole donc à Jean-Benoît. Bonjour à tous et toutes, je suis désolé, je ne savais pas qu'il fallait faire les slides en anglais, donc je les ai fait en français. Moi, je vais vous parler de l'exemple d'Orange, en fait. Je me retrouve beaucoup dans ce qui a été dit par Yui juste à présent. Et Orange fait partie des entreprises, des 23%, si j'ai bien noté en Europe, qui ont pris un engagement net zéro carbone. Alors déjà, moi j'ai un petit point de méthodologie, je refuse de parler de net zéro scope 1 et 2. Pour moi ça veut strictement rien dire, parce que pour enlever du scope 1 et 2, il suffit de sous-traiter, puisque toutes les activités sous-traitées sont en scope 3. Donc on ne parle de net zéro que sur les scopes 1, 2 et 3. Et donc en fait voilà la trajectoire qui n'est absolument pas ce qui va se passer, puisque c'est du tirage de traits entre des jalons prévisionnels. Voilà. Mais voilà, l'engagement d'Orange en fait, c'est de devenir net zéro carbone en 2040. Ça veut dire quoi, net zéro carbone en 2040? Ça veut dire avoir divisé par 10 les émissions de CO2 et avoir compensé le reste. Et le fait, donc, c'est deux choses, réduire, compenser, mais tout ça n'a de sens que si c'est certifié. C'est la troisième chose. Parce que nous assistons, le monde du carbone est un monde nouveau. Les scopes 3 de toutes les entreprises sont faux, y compris celui d'Orange, que je vais vous présenter après. La marge d'erreur est de l'ordre de 10 à 20% disent les uns, 400% disent les autres. Il y a un article qui est sorti hier qui dit qu'il y a des endroits où les scopes 3 sont faux à 400%. Et je vais vous expliquer pourquoi en fait. C'est pas très compliqué, hein. Un scope 3, comment ça se mesure? On prend des volumes qu'on multiplie par des facteurs d'émission. Vous achetez un boulon, 1 kg le boulon. Quand vous achetez 12 boulons, ça fait 12 kg. Sauf que donc, pour faire ça, il faut savoir combien de boulons vous achetez et quelle est l'émission d'un boulon. Or, il est très difficile, comme vous l'a expliqué Yui, de savoir quelle est l'émission d'un boulon. Le boulon qui est fabriqué au Bangladesh ou qui est fabriqué à Clermont-Ferrand, ce n'est pas la même émission. Et puis, paradoxalement, il est très difficile de savoir combien de boulons on achète en fait dans une entreprise. Parce que tous les systèmes comptables qu'on utilise sont des systèmes comptables qui comptent des sous, pas des boulons. Et donc les systèmes de procure to pay, comme on appelle ça, en fait, vous remontent des données financières. Donc vous savez que vous achetez 12 € de boulons. Mais s'il y a 10% d'inflation, 12 € de boulons en 2024, c'est pas pareil que 12 € de boulons en 2023. Mais votre système de procure to pay ne vous donne pas l'inflation en fait. Donc en fait, vous perdez assez vite pied, vous perdez assez vite la notion du volume et la notion du facteur d'émission. Donc vous faites des calculs Excel théoriques. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On avance dans l'incertitude et c'est pas grave du moment qu'on avance. Il y a un adage que j'ai appris en formation il y a bien longtemps, quand on est dans le brouillard,
La première chose à faire, c'est un pas en avant. Et c'est ça qu'on doit faire. Cela étant dit, donc, vous voyez la trajectoire qu'on doit avoir. Donc, on a pris des ambitions, parce que 2040, c'est très très loin, donc il faut poser des jalons intermédiaires. Mais on a pris des jalons 2025, des jalons 2030. Alors, en 2025, on a pris des jalons séparés, scope 1 et 2 et scope 3, parce qu'au moment où on a pris l'engagement scope 1 et 2 en 2019, on n'avait pas la moindre idée de notre scope 3. Donc, on n'a pas pu prendre l'engagement scope 3. On a pris un engagement scope 3 en 2021, je crois, pour 2025. En revanche, pour 2030, maintenant, je ne veux pas dire qu'on est plus mature. On n'est pas mature, mais on est plus mature. On a pris un engagement scope 1, 2 et 3 pour 2030. Et puis, comment est-ce qu'on va compenser les 10% d'émissions restantes? Pourquoi 10% en fait? C'est une demande du SBTI, Science Based Target Initiative, qui est un petit peu le thermomètre de la compatibilité carbone des entreprises. Et le SBTI dit les entreprises du secteur général, et les télécoms font partie du secteur général. Il y a des spécificités pour l'énergie, par exemple, pour l'agriculture, qui sont des gros émetteurs, mais les télécoms ne sont pas un gros émetteur, donc ils font partie du secteur général, dit en fait, vous ne devez pas compenser plus de 10% de vos émissions. Pourquoi? Parce que si on compense, par exemple, 30% des émissions, il faut juste construire 2 planètes pour y planter des arbres. Parce qu'il n'y a pas assez de surface disponible, en fait, pour capter le carbone, et puis les écosystèmes naturels ne sont pas capables de les capter. Au passage, ça veut dire aussi que chez Orange, on ne fait que de la captation par puits carbone naturel. On n'est pas du tout dans des technologies de captage de carbone dans l'air ou dans les cheminées, parce que quand on cherche à faire des produits, des projets de puits carbone, en fait, on cherche à avoir des co-bénéfices que sont le développement de la biodiversité, ou le maintien de la biodiversité et le développement économique et social. Capter de la fumée aux sorties d'une usine, ça ne développe ni la biodiversité, ni le tissu économique et social. Ça ne marche pas, c'est vous qu'il faut viser. Ça marche. Après ça aussi, pourquoi est-ce qu'en fait une entreprise comme Orange se lance dans une politique que je qualifierais d'ambitieuse sur les aspects environnementaux? Bien, ça fait écho au dernier slide que vous a présenté Yuyi, je crois que c'était le dernier. C'est juste une question de performance et de pérennité de l'entreprise. Ce qu'on a identifié, c'est qu'en fait, on est dans un monde qui bouge et que le monde de 2030, par exemple, ne sera pas celui de 2020. Là, j'enfonce des portes ouvertes. Mais pourquoi est-ce qu'il sera différent? Il sera différent parce que le structure sous la pression notamment du réchauffement climatique, le système énergétique mondial change. Chez un opérateur télécom, la consommation énergétique, c'est un poids important en euros, en fait. Par exemple, si le prix, on a vécu une multiplication par 2 du prix de l'énergie, plus que 2 même, du prix de l'énergie sur ces 2 dernières années, ça s'est tassé. Un doublement du prix de l'énergie, c'est un impact de 5 points d'EBITDA pour un opérateur télécom, à peu près. C'est significatif. Et donc forcément, comme le système électrique change, on a devant nous, alors je ne peux pas trop développer, mais on a devant nous potentiellement un impact coût et même un impact disponibilité. On a recommencé à parler en France, pays hautement électrifié, de délestage. Délestage, ça veut dire qu'il y a des jours où vous n'avez pas de courant. Quand j'étais petit, on avait des bougies à la maison, des fois qu'il y a une coupure de courant. Et il y en avait. Maintenant, les bougies, ça ne sert que pour les anniversaires. Et non, ça pourrait revenir en fait. Ça pourrait revenir parce qu'on passe de systèmes de production pilotables à des systèmes de production non pilotables que sont les éoliennes et les panneaux solaires, par exemple. Mais derrière un risque, il y a une opportunité. L'opportunité pour un opérateur télécom, c'est que les systèmes non pilotables, éoliennes, panneaux solaires, ont besoin d'un pilotage en temps réel, et donc de télécom pour être pilotés. Et puis, les consommateurs ont besoin de s'adapter à cette variation de la production électrique. Donc, on a besoin en fait d'organiser quelque part de façon le plus fine possible, c'est ce qu'on appelle la flexibilité, la consommation et la production en pilotant et la production et la consommation. Et donc ça va demander beaucoup de connexions, beaucoup d'intelligence, beaucoup de data, donc des télécoms. Je ne vais pas vous les faire tous, mais sur chacun des points comme ça, le changement climatique, plus d'inondations, plus d'incendies, plus des vagues de submersion, des vagues de chaleur, ça a un impact sur l'infrastructure des réseaux, forcément. Donc nous, il faut qu'on s'adapte et qu'il faut qu'on soit capable de construire des réseaux qui vont résister à des inondations là où il n'y en avait pas. Par exemple, un exemple tout bête pour qualifier ça, à Cannes en 2014, de mémoire, il y a eu une grosse inondation qui a inondé évidemment le nœud de raccordement d'abonnés, comme on appelle ça chez nous, qui a inondé les équipements. Quand on l'a reconstruit, on a eu l'intelligence de mettre les équipements au premier étage et pas au rez-de-chaussée. À la prochaine inondation, on inonde des bureaux et pas des équipements. Ça coûte beaucoup moins cher à réparer et surtout, ça n'interrompt pas le service. Et donc, on fait ça en fait sur les aspects liés à l'impact environnemental et puis aussi à l'aspect lié à ce que je qualifierais de capital social.
qui est de se dire, en fait, on a face à nous des gens, particulièrement en France, dans ce qu'on voit qui est plus évolué que d'autres pays dans lesquels on opère, qui vont demander en fait des performances des entreprises en matière d'environnement. Comme en matière d'inclusion, il y avait une table ronde sur l'inclusion avant, on est très avancé sur, enfin, on essaye d'être très avancé sur l'inclusion numérique chez Orange. Et en fait, il faut qu'on s'adapte à ça aussi. Il faut qu'on soit capable de répondre aux attentes des consommateurs et surtout, il faut qu'on soit capable de prouver ce qu'on fait en fait. Et je reviens à la certification. Des entreprises qui vous annoncent qu'en un an, elles ont diminué par 2 leurs émissions carbone, se moquent de vous. Il ne faut pas qu'on fasse ça, en fait. Voilà. Et puis, on a une attente aussi des marchés financiers. On commence à émettre de la dette, nous, adossée à des critères environnementaux et sociaux. Ça, on a levé l'an dernier 500 millions d'euros de dette comme ça, sur ce sujet-là. À quoi ça ressemble le bilan carbone d'Orange France? Donc ces chiffres sont faux, je vous le dis, mais c'est les ordres de grandeur qui comptent. Orange France, en gros, c'est 7,7 millions de tonnes de carbone, c'est ce qu'on publie pour 2022. Et c'est 84% dans le scope 3. Ça va fluctuer. Je pense qu'on est en train de revoir des chiffres. Et à chaque publication d'un résultat annuel, on reprend tout l'historique. Parce qu'on découvre qu'on s'est trompé sur un facteur d'émission, parce qu'on découvre qu'on avait oublié des volumes de telle ou telle partie, telle ou telle filiale, etc. Donc on le fait bouger. Mais en gros, c'est ça. Scope 1 et 2, c'est l'énergie, que ce soit le fossile qu'on brûle ou l'électricité qu'on consomme. C'est très essentiellement pour nous du réseau et de l'IT. On chauffe un peu de bâtiments, évidemment. On a quelques voitures qui circulent, enfin pas mal quand même. Mais le gros, c'est la consommation électrique du réseau, qu'elle soit faite directement sur les réseaux électriques. Si on n'opérait qu'en France, ce ne serait pas grand-chose. Mais on opère dans des pays où l'intensité carbone de l'électricité est 30 fois supérieure à celle qu'on connaît en France. Notre record, c'est le Botswana, nous. Mais si vous opérez en Pologne, par exemple, c'est plus de 10 fois l'intensité carbone de la France. Donc on a tout un tas de mécanismes pour se rendre le plus indépendant qu'on peut des systèmes énergétiques très carbonés. Et puis, le scope 3, c'est quoi? C'est encore beaucoup du réseau et de l'IT, hein, ce n'est pas très étonnant pour un opérateur comme Orange, mais c'est aussi des terminaux. On vend des terminaux à nos clients. Fabriquer un terminal, ça émet du carbone. Un truc comme ça, c'est 70 kg de CO2 à la fabrication. À l'usage, en France, c'est quasiment rien, parce que c'est branché sur de l'électricité hydraulique et nucléaire. En Pologne, c'est un peu plus, mais ça reste très marginal, parce que ça ne consomme pas grand-chose. Mais on a des box chez les clients. La consommation des box, par exemple, en France, est équivalente, chez les clients, est équivalente à la consommation du réseau d'Orange. C'est les ordres de grandeur. Et donc, évidemment, quand vous êtes dans un pays faiblement carboné, ça n'a pas beaucoup d'impact. Quand vous êtes dans un pays à l'électricité très carbonée, ça a plus d'impact, etc. Et puis, on a plein d'autres choses, parce que le scope 3, chez nous, c'est à peu près 100 000 lignes, le scope 3. C'est 100 000 additions, 100 000 multiplications à additionner. Des volumes fois des facteurs d'émission. Et comment ça marche, justement, si on veut diminuer le scope 3? Vous connaissez sans doute l'équation de Kaya. C'est une équation qui a été faite par un chercheur japonais qui dit que... Alors, on a le droit de faire des maths, hein, puisqu'on est dans une chaire où il y a Polytechnique, mais c'est des maths de CM2, hein, je vous rassure. L'équation de Kaya, elle dit CO2 égale CO2 divisé par énergie, multiplié par énergie divisé par PIB, multiplié par PIB, divisé par population, multiplié par population. Croyez-moi sur parole, à la fin, ça fait CO2 égale CO2. Pourquoi est-ce que M. Kaya a fait cette équation? Pour montrer qu'en fait, quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer. On ne peut pas jouer sur la population. Si jouer sur PIB sur population, ça veut dire il faut appauvrir les gens. Si tant est que le PIB soit une mesure de la richesse, ce qui est hautement contestable. Mais bon, partant de ce postulat, c'est quand même pas non plus ce qu'il faut faire. Après, on peut jouer sur PIB sur énergie. On se dit, on veut faire le même PIB avec moins d'énergie. Tout le passé montre qu'on n'a jamais réussi à le faire. Donc, le seul levier qu'on a, c'est CO2 sur énergie. Il faut jouer sur la décarbonation de l'énergie. L'énergie est responsable de 75% des émissions de gaz à effet de serre. Quand vous tirez la pelote, à la fin, quand on achète un smartphone, pourquoi est-ce qu'il émet du CO2? Parce qu'il a fallu extraire des minéraux, des mines. Et comment est-ce qu'on extrait des minéraux, des mines? Avec des machines qui tournent au pétrole. Et surtout avec des gros camions qui consomment 100 litres à l'heure. Enfin, ou même plus que ça, d'ailleurs. Et puis après, il a fallu processer dans des usines qui sont branchées sur des systèmes énergétiques qui sont carbonés, parce que c'est souvent en Asie où c'est plus carboné, etc. Donc l'énergie est responsable de 75%. Cette équation, elle est très très bien, mais elle n'est pas du tout opératoire dans une entreprise. Donc en fait, on en a refait une pour les entreprises. Et on dit CO2 égale CO2 sur CAPEX plus OPEX, multiplié par CAPEX plus OPEX divisé par chiffre d'affaires, multiplié par chiffre d'affaires divisé par client, multiplié par client. Et c'est pareil, en fait. Sur quoi on peut jouer? On peut jouer, l'équivalent de décarboner l'énergie, c'est décarboner les CAPEX et les OPEX.
C'est-à-dire, en fait, je veux avoir moins d'intensité carbone dans ce que j'achète. Ce smartphone, 70 kg aujourd'hui, comment je fais en sorte que demain c'est 30, après-demain c'est 10? Qui c'est qui va jouer là-dessus, en fait? Nos fournisseurs. Samsung, en l'occurrence, pour celui-ci, je suis sûr qu'il y a des iPhones, donc Apple, etc. Et donc là, en fait, vous allez me dire, c'est pas à la main de l'opérateur. Moi, je ne suis pas dans les chaînes de production de Samsung. Bah, c'est comme un peu à la main des opérateurs, en ce sens qu'on a un pouvoir d'influence. Si tant est qu'on se mette ensemble et si tant est qu'on leur dise. Et typiquement, Orange a été le premier opérateur à challenger des Samsung et des Apple sur l'intensité carbone. Heureusement, on n'est plus les seuls maintenant. Et l'industrie des smartphones a pris le pas et le facteur d'émission des smartphones qu'on a aujourd'hui diminue. Le deuxième volet, mais ça ne suffira pas. On ne résoudra pas notre équation carbone en comptant sur du scope 3, en comptant sur les autres. Ça ne suffira pas et il faudra jouer sur les volumes. Et c'est le premier point, c'est CO2 sur CAPEX plus OPEX. Il faudra faire le même revenu avec moins de CAPEX et moins d'OPEX. En gros, acheter moins de trucs. À chaque fois qu'on achète un truc, on émet du CO2. Donc, il faut réussir à acheter moins de trucs. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos clients qui gardent un téléphone, qui gardaient il y a 5 ans un téléphone 2 ans, le gardent aujourd'hui 3 ans, demain il faudra qu'ils le gardent 5 ans. Ça veut dire que dans le réseau, on changeait les équipements du réseau tous les 5 ans, il faudra les changer tous les 7 ans, tous les 10 ans. Et ça veut dire qu'il faudra aussi des équipements où on ne changera pas l'équipement, mais on changera un bout de l'équipement sans changer le reste, par exemple. Ça veut dire aussi qu'on devra peut-être déployer moins. Et là, tout ce que je vous dis, ça paraît évident, mais ça veut dire fondamentalement qu'il faut revoir le business model. Et qu'il faut le faire avec les fournisseurs, parce qu'on n'est pas là pour tuer les fournisseurs. Si on dit à Nokia, Ericsson, Samsung, « Ah bah demain, je t'achète 30% de choses en moins », si on ne les a pas prévenus, s'ils ne sont pas adaptés, s'ils n'ont pas modifié leur façon de vendre eux aussi, eh ben on les tue. Et on n'a pas intérêt à les tuer parce qu'on n'a pas intérêt à avoir un seul fournisseur réseau. Donc il faut travailler avec ça avec eux. Et puis le troisième point, l'équivalent de la population, c'est les clients chez nous. Ben, les clients ont un rôle à jouer aussi. Pas tellement sur le chiffre d'affaires, sur clients, etc. Mais en fait, les clients ont un rôle à jouer parce que fondamentalement, c'est eux qui nous demandent des choses. Si vous passez votre vie sur TikTok, ben, vous allez consommer beaucoup de data. Donc nous, on va mettre beaucoup de réseaux pour amener toute la data. Tant que vous êtes en fibre à la maison, vous faites ce que vous voulez, ça n'a aucun impact. Mais si vous êtes dans la rue et sur un réseau mobile, ça a un impact. On rajoute des équipements. Sur la fibre, vous pouvez y aller, c'est bon. Vous n'êtes pas prêt de saturer la bande passante. Et dans le cœur de réseau, rajouter de la bande passante, ça ne coûte pas beaucoup de carbone et pas beaucoup d'énergie. Donc il faut aussi qu'on soit capable d'accompagner, nous, les clients, dans des comportements plus vertueux. Et en fait, comme le sujet, c'est un peu la chaîne de valeur, on s'est dit, on est en train de lancer un programme d'engagement fournisseur chez Orange. On aurait dû le faire avant, sans doute, on n'est pas forcément super bon là-dessus. Mais on s'est dit, si on veut engager un programme d'engagement fournisseur, c'est-à-dire travailler avec les fournisseurs pour faire en sorte qu'ils nous aident dans la décarbonation, moi maintenant, quand je vois un fournisseur, je lui dis, comment tu vas m'aider à tenir mon net zéro carbone 2040? Si tu ne peux pas m'aider, je pense que je vais finir par me passer de toi. En gros, c'est un peu le message subliminal qu'on est en train de leur donner. Par exemple, sur les terminaux, on a commencé à dire à des fournisseurs de terminaux, ce terminal-là, on ne le vendra plus, parce qu'il ne correspond pas à nos critères carbone, par exemple. Et bon, donc il est nécessaire, pour les clés de succès, c'est d'abord, il faut qu'on embarque tous les fournisseurs, et quel que soit leur niveau de maturité. Nous, on travaille avec des fournisseurs très matures, des Apple, je citais par exemple, des Nokia, des Ericsson, des gens qui ont compris le sujet. Je ne dis pas qu'ils sont arrivés à décarboner, mais ils ont compris le sujet, ils ont des équipes qui travaillent dessus, ils commencent à utiliser des matériaux recyclés. Je discutais avec un pyloniste qui a complètement revu son ingénierie suite à l'appel d'offres qu'on a lancé d'ailleurs, pour que son même pylône il fasse 30% de moins de carbone que ce qu'il faisait avant, etc. Mais on a aussi des fournisseurs qui ne sont absolument pas matures du tout, qui n'ont jamais fait de bilan carbone de leur vie. Avec les matures, il faut qu'on discute. Avec les non matures, il faut qu'on les aide à se former, qu'on les accompagne. Ça veut dire aussi que nous, on doit accompagner nos acheteurs. Un acheteur, c'est là pour pressuriser un fournisseur, en gros, si je vous la fais super courte. Ben, il faut que ça devienne des aidants. Il faut qu'ils accompagnent les fournisseurs avec qui ils travaillent à la décarbonation. Et puis, il faut aussi qu'on travaille, et ça c'est le deuxième point, avec les prescripteurs. La décarbonation des achats, ce n'est pas un sujet achat. C'est un sujet fournisseur, acheteur, prescripteur. Prescripteur, c'est celui qui vous dit « j'ai besoin de sites mobiles, j'ai besoin de routeurs comme ci, j'ai besoin de box comme ça ». C'est du marketing, c'est des directions techniques réseau.
Et le troisième point, c'est qu'en fait, il faut qu'on soit capable de dire, de comprendre pour chaque fournisseur quelle est sa contribution au bilan carbone d'Orange. Aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas dire « Bonjour monsieur le fournisseur, chez Orange, vous pesez tant de tonnes de carbone ». Je ne sais pas ça. Et en fait, on s'est rendu compte que personne dans l'entreprise, Orange est quand même une entreprise raisonnable, installée, plutôt bien organisée, personne n'est responsable du bilan carbone de Nokia chez Orange. Je prends Nokia au pif, hein, Ericsson, ce que vous voulez, Samsung. Personne. C'est dans l'attribution de personne. Parce que ça, tout simplement, jusqu'à présent, on ne s'était jamais posé la question. Gérer la relation avec le fournisseur, quelqu'un s'en occupe, mais celui qui s'en occupe n'a aucune compétence sur les aspects environnementaux et carbone. Et donc, en fait, c'est des métiers qu'il faut qu'on invente. Et le dernier point, en fait, c'est qu'il faut qu'on mutualise tout ce qu'on peut mutualiser. Ça ne sert à rien qu'Orange demande à Samsung, si je reprends le terminal Samsung, ça ne sert à rien qu'Orange demande à Samsung quelle est l'analyse de cycle de vie du terminal, que le lendemain, Deutsche Telekom demande la même chose à Samsung, le surlendemain, soit Telefonica, etc., etc. Il ne faut le faire qu'une fois. Il faut le faire qu'une fois et avoir des données comparables. Parce que, évidemment, les industriels rechignent. Évidemment, les industriels ont chacun leur façon de compter. Et nous, en fait, si on veut comparer pour choisir le moins 10 ans en termes de carbone deux produits, il faut qu'on soit sûr que la balance est la même. Imaginez que vous achetiez 1 kg de beurre d'un côté et de l'autre côté, il est en livres. Bah, vous allez dire, il y en a plus, là, il y a 2 livres, alors que là, il n'y a qu'1 kilo. Bah, c'est un peu ça, en fait. Des fois, on reçoit sur des équipements similaires un facteur 10 de différence. Parce qu'ils n'ont juste pas compté la même chose, en fait, et compté différemment. Je crois que j'ai fini. Voilà, j'avais fini. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va donner la parole à Max Blanchet. Merci. Très bien, bah écoutez, merci. Déjà, super entrée en matière. Donc là, la question, c'est effectivement comment faire bouger les lignes. On l'a compris, le scope 3, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'entreprise, mais qui est chez ses fournisseurs, voire les fournisseurs des fournisseurs, jusqu'au rang N. On l'a compris, c'est difficile de savoir combien on achète de boulons et quel est le poids de ces boulons, et d'ailleurs, où est-ce qu'il est acheté, car il est peut-être un fournisseur de rang N. Bref, on est confronté en fait à une supply chain qui a été construite lors des 10, 15, 20 dernières années. C'est le modèle déjà de l'industrie du XXe siècle, qui a poussé un certain nombre de paramètres qui étaient le coût et encore le coût pour accroître la compétitivité et globaliser les chaînes d'approvisionnement. Donc ça s'est traduit par, pour la partie fabrication, des logiques de massification industrielle, des logiques de je vais mettre un produit dans une usine, dans un pays qui va être livré après dans le monde entier, je vais massifier mes fournisseurs, je vais faire du local sourcing, du low-cost sourcing. Et ce faisant, en faisant du low-cost sourcing, en cherchant le fournisseur le moins cher dans un endroit, on paupérise les autres sources alternatives et on concentre aussi les marchés fournisseurs, etc., etc. Donc ça a été la mondialisation heureuse et ça fait qu'aujourd'hui, ce système-là, quelque part, qu'on a hérité des 30 dernières années, eh bien, il fonctionne dès lors que tout se passe relativement bien, que la logistique fonctionne, les fournisseurs fournissent, les usines produisent, etc. Or, depuis 2 ans, en fait, depuis le Covid, comme vous le voyez, on a été confronté à un certain nombre de crises. Le Covid ayant arrêté l'activité, le redémarrage des activités a fait une énorme baisse forte de demande et de capacité inférieure. Donc il y a eu des disruptions dans l'ensemble de la chaîne logistique. Il y a eu énormément de problèmes aussi sur les composants. Il y a eu les crises des composants électroniques. Puis ensuite, ça s'est traduit par la crise des prix de l'énergie. L'inflation s'est mise là pour accélérer, etc., etc. Donc tous les paramètres finalement de la chaîne mondiale se sont trouvés être déréglés. Et dans ce nouveau contexte, eh bien, il est plus possible de penser la supply chain comme ça. Et quelque part, la crise a révélé aussi les vulnérabilités de notre modèle actuel. Notre modèle de massification, pour reprendre l'exemple dans l'équation, j'ai beaucoup aimé le chiffre d'affaires par rapport au capital engagé, eh bien, il y a des entreprises aujourd'hui qui, de ce fait, avec la variabilité de la demande et des volumes, etc., ont leur outil de production utilisé à 50%. C'est-à-dire que 50 autres % ne sont pas utilisés parce que c'est des provisions pour flexibilité, etc. Donc le modèle qu'on a bâti lors des 30 dernières années eh bien, est arrivé à ses limites parce qu'il offre des vulnérabilités
dans la chaîne de valeur. Il rend des vulnérabilités au sens des dépendances sur à la fois les fournisseurs ou dans ce qu'on fabrique, etc. Et que ce modèle aussi n'est pas suffisamment décarboné, tel qu'on l'a dit, pour faire ça, et met en péril potentiellement les entreprises. Alors on a fait une étude sur 1 millier d'entreprises également, et pour vous donner juste l'impact très concret de ce que ont pu exercer ces crises sur la performance des entreprises, elles ont perdu en moyenne 8 points de croissance en termes de chiffre d'affaires, 3,5 points de marge liés à toutes les ruptures qui ont eu lieu sur ces 2 dernières années. Et enfin, leur délai de livraison s'est augmenté en moyenne de 40%. Alors ça varie suivant les secteurs industriels, mais en gros, voilà un peu ce qui sonne la sonnette d'alarme. Et là maintenant, un directeur industriel de base dit plus jamais ça. Un autre exemple aussi, c'est qu'effectivement, il faut pouvoir être beaucoup plus agile aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, pouvoir être capable de se reconfigurer rapidement. Et on l'a mesuré ici, dès qu'il y a une crise quelque part, une vulnérabilité dans une chaîne d'approvisionnement, eh bien, il faut en moyenne aux entreprises déjà 5 jours pour être informé qu'il y a un problème. Ensuite, il faut 2 semaines pour comprendre ce problème-là va impacter tel produit, tel client, tel fournisseur, etc. Parce que, un peu comme les boulons tout à l'heure, on ne sait pas bien quand on a un fournisseur qui a une usine en crise, qu'est-ce qu'elle va être l'impact sur mes produits finaux. Et puis après, il faut 80 jours pour recoverer, retrouver un plan d'action, faire ce qu'il faut pour sauver. Et donc ce délai en fait de recovery entre guillemets par rapport à une crise est bien trop long et quelque part les entreprises veulent devenir beaucoup plus agiles par rapport à ça, quoi. Alors, par rapport à ça, donc, comme je disais tout à l'heure, eh bien, finalement, il y a une espèce de nouveau paradigme industriel dont les entreprises sont en train de prendre conscience. On héritait, comme je disais tout à l'heure, à gauche, d'une logique de mondialisation, d'une logique où le carbone ne comptait pas beaucoup, d'une logique de low-cost, d'une logique de massification, de spécialisation des actifs, qui devient un modèle, je dirais, caduc dans le monde d'aujourd'hui. Un modèle où on va être davantage sur des hubs régionaux, parce qu'on va intégrer également l'aspect décarbonation. Aujourd'hui, pour donner des exemples, il y a des entreprises qui fabriquent, prenez un pneu par exemple, un pneu sur votre voiture, les composants de ce pneu ont peut-être proviennent de pays en Malaisie, parce qu'il n'y a plus qu'en Malaisie, dans ces 3 pays-là où on a de la gomme naturelle, qui a été envoyé dans une usine de semi-fini aux États-Unis, qui a été envoyé ensuite dans une usine en Europe pour fabriquer le pneu, et ensuite qui est revendu dans une autre zone géographique. Donc quelque part, vous voyez, les produits, quand vous prenez l'ensemble de la chaîne de valeur, se baladent dans le monde énormément, et quelque part utilisent énormément de carbone jusqu'à revenir aux matières premières fondamentales avec le coût de l'énergie qui s'applique. Et donc on va venir à un système beaucoup plus, je dirais, régional, avec une régionalisation interconnectée entre les zones, bien évidemment, mais avec une relocalisation d'usines, de fournisseurs dans les mêmes bassins, je dirais, régionaux, une pratique beaucoup plus forte du double sourcing, c'est-à-dire d'avoir plus d'alternatives, et également d'avoir une pratique également de refaire en interne des produits que potentiellement on achetait avant et qui sont critiques, et de refabriquer dans ses propres des produits effectivement qui sont, dont la souveraineté est importante pour garder en interne. Et donc cette tendance-là, on la voit très clairement dans notre enquête. Le multi-sourcing va progresser de 30%. Le regional sourcing, c'est-à-dire la fourniture de produits de plus grande proximité, va augmenter de 27%. Vous voyez. Les produits produits dans les mêmes usines également. Et puis, quelque part, les produits produits dans la même région que la base de clients va aussi se développer. Donc, on voit vraiment une stratégie un petit peu de régionalisation globale pour faire ça. Et que maintenant, les grands paramètres pour redéfinir une stratégie industrielle intègrent beaucoup plus de facteurs qu'auparavant. Ils intègrent la résilience by design, intègrent la décarbonation by design, la souveraineté industrielle et également la flexibilité, l'agilité pour pouvoir se reconfigurer rapidement. Et ça, c'est vraiment un enjeu business pour les entreprises qui fait que demain, les lignes vont probablement bouger. On voit également sur cette analyse quelques chiffres sur effectivement la tendance de relocalisation. On la pressentait. Mais effectivement, on voit que les entreprises américaines réinvestissent énormément
aux États-Unis et Canada. Alors, vous allez me dire, oui, c'est grâce au plan IRA, à 300 milliards injectés par Joe Biden pour favoriser justement la décarbonation de l'industrie, mais aussi sa relocalisation. On voit les entreprises européennes également réinvestir beaucoup et des entreprises étrangères, américaines, sortir de pays comme évidemment Russie, Chine et même aussi Western Europe et réinvestir dans leur zone et également en Europe. Donc on voit une espèce de découplage maintenant, de cette mondialisation qu'on a vécue par cette plus forte re-régionalisation. Alors évidemment, on ne pourra pas tout dérégionaliser. Prenez les exemples des semi-conducteurs, par exemple. Beaucoup d'entreprises de semi-conducteurs sont en train d'investir des nouvelles usines en Europe et aux États-Unis qui vont effectivement être fournies localement aux États-Unis, par exemple, ou en Europe pour approvisionner ces chaînes-là. Donc on voit effectivement cette tendance-là qui fait qu'on pourra effectivement avoir une chaîne de valeur davantage flexible, avec beaucoup plus de flexibilité et d'agilité, mais en même temps intégrant davantage de paramètres pour pouvoir réduire le global, le potentiel d'émissions Scope 3 qui est le plus élevé, et également de meilleure souveraineté industrielle et de réduction de la criticité en cas d'aléa, en cas de crise qui pourrait subvenir. Donc c'est quand même un nouveau paradigme, et je pense que c'est important de le souligner. Alors, dernier point aussi, c'est pas tout de travailler sur la régionalisation, et comme on disait tout à l'heure, prenez l'exemple du boulon, mais moi je pourrais prendre l'exemple, c'est pas parce qu'on va on va avoir des fournisseurs proches de chez soi qu'on va avoir des fournisseurs moins carbonés. Si vous êtes à Paris, vous achetez une tomate en Bretagne, est-ce qu'elle est moins carbonée qu'une tomate achetée au sud de l'Espagne? Eh ben, la réponse est finalement intuitivement non, même si c'est la tomate de l'Espagne, vous voyagez beaucoup, en fait, à côté de chez nous, elle va avoir une serre, et la serre consomme beaucoup d'énergie, et donc même si la tomate est produite proche de chez nous en coût de transport, le coût de la serre est beaucoup plus élevé que le soleil donc au sud de l'Espagne. Donc c'est pas évident que, pour l'exemple du boulon, c'est pareil, que souvent comment on achète et comment on fabrique la pièce, elle peut avoir plus loin de carbone. Mais cependant, quand même, il reste une constante, c'est que quand on a des chaînes de valeur plus proches, de proximité, on est plus enclin quand même à pouvoir optimiser ça. Alors, dernier point, et je terminerai ça pour passer aux questions, il y a aussi tout un tas de capacités, de compétences dont doivent se doter les entreprises pour être davantage résilientes, décarbonées et souveraines pour pouvoir y parvenir. Donc c'est autour effectivement de l'anticipation de la demande, être capable d'avoir plus de capteurs, et là tout ce qui est IA, etc., ces solutions permettent d'y parvenir, avoir une meilleure anticipation de la demande pour anticiper les potentiels risques, avoir une agilité plus forte dans le développement produit, réduire les cycles en V et avoir du co-design et faire aussi de l'éco-design, parce qu'effectivement, on l'a souligné tout à l'heure, c'est très difficile de réduire le carbone sur une empreinte existante de produits existants et de fournisseurs existants. Donc il faut le refaire quand on imagine des nouveaux produits, on imagine également la supply chain décarbonée qui va avec, c'est ce que j'appelle l'éco-design, et donc de pouvoir designer, de faire by design moins de carbone et une chaîne dérisquée. Le troisième élément, c'est aussi de mettre en place des systèmes industriels beaucoup plus flexibles. Comme j'ai dit tout à l'heure, on était dans une logique de massification et d'effet volume. Là, on peut avoir des systèmes industriels, des usines qui vont être beaucoup plus flexibles et capables de s'adapter à des variations de la demande, tout en utilisant correctement donc, son capital engagé. Donc, chiffre d'affaires sur capital engagé OPEX-CAPEX va être un bon ratio optimisé, et on va avoir moins de capital pour produire plus à la fin, grâce à une certaine flexibilité. Aujourd'hui, on a des pertes énormes du taux d'utilisation de nos machines, nos équipements, etc., du fait de cette variabilité. Et donc, de ce fait, la flexibilité peut être un élément pour, au total, consommer moins de capital engagé. Enfin, Supply Chain Network Resilience, ça, le point 4, c'est un point très important, c'est de mettre en place ce que, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, une visibilité de nos fournisseurs de rang 1 au rang N, et d'avoir des sortes de jumeaux numériques qui permettent d'identifier tous les fournisseurs jusqu'au rang N, de les mapper et de comprendre en fait ce que moi en tant qu'entreprise, à qui j'achète jusqu'à ces rangs N, et d'avoir cette transparence, cette visibilité-là. Et là, l'intelligence artificielle, les outils digitaux, etc., peut aider à faire ça pour obtenir ça. Enfin, il faut avoir aussi des tours de contrôle qui permettent d'optimiser beaucoup mieux de visibilité, comme je sais, mon exemple tout à l'heure, si jamais il y a une crise qui arrive à quelque part, et bien, tout de suite, en appuyant sur un bouton, on peut avoir l'impact que peut avoir une rupture d'approvisionnement sur un composant, l'impact que ça peut avoir sur son produit final,
sur son client, etc., très rapidement, et éviter d'avoir des task force qui travaillent tout le week-end pour chercher les chiffres qui permettent de résoudre le problème, pour vous donner un exemple. Enfin, d'avoir une force de travail davantage flexibilisée, là il y a beaucoup de leviers autour de ça, et une organisation agile. Voilà un petit peu les 7 grands facteurs qui vont permettre de transformer la supply chain dans son ensemble demain pour la rendre pas uniquement, enfin davantage résiliente, davantage responsable en utilisant moins de carbone, et puis aussi davantage agile pour pouvoir s'adapter au monde de demain, quoi. Voilà, je vous remercie. Bien. Merci beaucoup à tous les 3. Donc on va ouvrir la place aux questions. Voilà, je vois déjà une première question. Merci. Bonjour, merci pour ces présentations, c'était très très intéressant. J'ai plusieurs questions, commentaires. D'abord, je ne peux pas m'empêcher de commenter sur l'adage « quand tu es dans le brouillard, fais un pas en avant ». Je nuancerai ça si on est au bord de la falaise. Peut-être qu'il faut se méfier, mais c'est pour la boutade. La première question, c'est je trouve que ce qui a été dit sur le numérique, 2 commentaires, vous avez très peu discuté dans la mesure des émissions, des effets globaux, on pourrait dire, du numérique, du fait que l'utilisation du numérique a des émissions, mais permet d'éviter tout un tas d'émissions dans tout un tas de secteurs, me semble-t-il. Et j'ai l'impression que c'était assez peu pris en compte. Et du coup, je vous ai trouvé d'un côté presque sévère avec vous-même. Bon. Mais l'autre, à l'inverse, il me semble qu'il y a un aspect qui a été peu pris en compte, c'est ce qu'on qualifie parfois d'effet systémique ou d'effet rebond. Le fait que une nouvelle mesure qui permet de réduire la consommation, l'impact environnemental d'une unité de consommation peut faire qu'au final, les utilisateurs finaux vont consommer beaucoup plus. Je pense à la 5G, par exemple, j'ai pensé à ça en vous écoutant. Ça réduit le coût environnemental d'un mégaoctet, mais si derrière tout le monde regarde, tout le monde utilise beaucoup plus de données, ça augmente la consommation globale, donc je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus. Et l'autre commentaire est plus sur la partie supply chain, mais il est dans le même ordre d'idée, je pense. Sur l'industrie 4.0, bon, on optimise, on économise éventuellement des ressources, éventuellement, mais est-ce que, et c'est un peu la même idée pour la relocalisation, est-ce que si pour optimiser la supply chain on met des capteurs et du numérique partout, est-ce que les économies qu'on fait ne sont pas compensées par la dépense supplémentaire en numérisation? Voilà, c'est ma... Voilà. Je vais commencer sur la partie, ce qu'on appelle émissions évitées. Alors déjà, en fait, en 20 minutes, on ne peut pas parler de tout. Et j'essaie de me focaliser sur le sujet qui était la value chain. Mais pour savoir, en fait, il existe 3 scopes qui vont être détaillés, scope 1, scope 2, scope 3. Et certaines personnes, dont j'ai fait partie, à un moment, parlent d'un 4e scope. Mais je ne fais plus partie, et je vais vous expliquer pourquoi, qui s'appelle le scope 4. Enfin, facile, jusque-là, tout va bien. Et le scope 4, c'est quoi? C'est de dire, grâce à mes produits, j'évite des émissions chez les autres. Exemple, tarte à la crème. Si je veux télétravailler, j'ai besoin d'une connexion de bonne qualité à la maison. Je déploie de la fibre, je permets aux gens de télétravailler. Étude de l'ADEME en 2020, le télétravail, ça fait gagner, une journée de télétravail par semaine fait gagner en moyenne 270 kg de CO2 par an. Parce qu'en prenant le ratio des gens qui prennent leur voiture pour aller travailler, ceux qui prennent le métro, combien de kilomètres ils font, etc. Et donc, pourquoi pas appeler ça scope 4? Et puis après, je reviendrai sur ce calcul pour vous expliquer le sujet. Pourquoi pas appeler ça scope 4? Parce que dans les méthodologies utilisées, notamment le GHG protocole qui a été cité, on n'a pas le droit de retirer ses émissions de ses propres émissions. Et donc, si on l'appelait scope 4, on a envie de dire les émissions, c'est scope 1, plus 2, plus 3, moins 4. Non, c'est pour ça que nous, en fait, on utilise une autre terminologie qui vient de ce qu'on appelle la NZI, la Net Zero Initiative, et on parle de pilier B.
Ça ne change pas grand-chose, mais c'est pareil. Dans la NZI, pilier A, c'est j'atténue. La priorité, c'est d'atténuer. Pilier C, c'est je séquestre ce qui reste, mes fameux 10%. Et pilier B, j'aide les autres, l'écosystème à atténuer. Mais il ne faut surtout pas le compter, parce que ce serait une façon de se dédouaner. Et d'autant plus que c'est extrêmement compliqué de calculer les émissions évitées. Dans le monde des télécoms, on a une norme qui s'appelle la norme UIT L1480. Si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous pouvez aller la voir, qui décrit la méthodologie. Il faut être capable de compter combien vous émettez de carbone pour fabriquer le produit, déployer la fibre chez quelqu'un, un raccordement fibre, c'est 20 de carbone. Combien vous émettez de carbone à l'usage du produit. Combien vous faites éviter de carbone, parce que justement, il ne prend pas sa voiture, mais il reste à la maison, les 270 kg. Mais par ailleurs, comme il est resté à la maison, il chauffe plus. Il mange différemment. Peut-être que le repas à la cantine il est moins carboné que le repas qu'il fait à la maison. Par exemple, ce genre de choses. Donc, il faut être capable de compter tout ça. Et puis, il y a le fameux effet rebond. En créant des possibilités nouvelles, est-ce que vous n'allez pas transformer les émissions? Et je reprends mon exemple du télétravail. Si vous télétravaillez tout le temps là où vous habitez tous les jours, toutes les nuits, vous allez gagner les 272 kilos. Si en revanche, vous avez une maison de campagne à 200 km de Paris, si vous êtes parisien par exemple, et que quand vous avez une semaine de lundi ou vendredi au bureau et que 200 km, c'est embêtant quand même, vous allez dans votre maison de campagne une fois tous les 2 mois. Si vous vous mettez à télétravailler 2 jours par semaine, le lundi et le vendredi, d'un coup, ça vaut le coup de faire 200 km pour aller dans sa maison de campagne. Et donc, vous y allez toutes les semaines. Là, l'impact du télétravail est vous avez augmenté vos émissions de CO2. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose de très compliqué. Si on est très honnête, fut un temps, une association qui a pignon sur rue qui s'appelle la GSMA, qui est l'association des opérateurs mobiles, dont Orange est un des membres fondateurs, avait sorti une étude disant que 1 kg d'émissions de CO2 dans le numérique faisait et qui économisait 10 kg de CO2 au reste du monde. Étant donné que le numérique pèse 4% des émissions de CO2, si c'était vrai, on aurait divisé par 2 les émissions de CO2 dans le monde. Donc ça ne marche pas comme ça en fait. C'est pour ça que, par exemple, des entreprises comme Orange ont toujours refusé jusqu'à présent de publier l'impact, les émissions qu'ils évitaient, c'est les autres, parce qu'on ne sait pas le dire en fait de façon assez précise. On a lancé, nous, et il y a des équipes qui sont là dans la salle qui y participent d'ailleurs, on a lancé, nous, des études, il faut étudier client par client, solution par solution. Et des fois, je me souviens d'un système de pilotage des flottes automobiles de la mairie de Brest, résultat des courses, ça ne fait rien gagner en fait. Après, sur le fait de mettre des capteurs, franchement, le numérique par rapport à ce que les émissions de l'agriculture, du transport, du bâtiment, de l'énergie, vous pouvez mettre des capteurs, ce n'est pas ça qui va changer l'équation globale de ces bâtiments-là. Et si vous économisez 10% d'énergie, vous pouvez mettre beaucoup de capteurs. Après, sur l'effet rebond dont vous parlez et la 5G par exemple, en fait, il ne faut pas considérer, ça aussi c'est un truc qu'on a découvert aussi, nous, petit à petit, il ne faut pas considérer une technologie seule. La 5G ne fait pas gagner ou perdre du CO2. Ce qu'il faut considérer, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir un réseau avec de la 5G ou un réseau sans la 5G? Parce que le réseau s'appuie sur un existant. Quand vous allez mettre de la 5G, vous allez mettre plus de CO2 que si vous n'en avez pas mis, ça c'est sûr. Parce qu'au moment où vous la mettez, vous achetez des nouveaux équipements et vous consommez plus d'énergie. En revanche, si vous ne mettez pas de 5G, au bout d'un moment, pour désaturer le réseau, à usage équivalent, en fait, pour désaturer le réseau, il va falloir mettre des nouveaux sites 4G. Or, il vaut mieux mettre la 5G sur un site existant que de créer un nouveau site. D'un point de vue CO2, ça ne fait pas de débat, ça. Et donc, en fait, à court terme, le fait d'avoir mis de la 5G nous a augmenté nos émissions de CO2. À long terme, ça les diminue si on ne l'avait pas fait. Maintenant, est-ce que le fait d'avoir mis de la 5G génère une augmentation du trafic? Ce n'est pas du tout évident. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que ça n'a pas généré... Le trafic monte, mais il montait avant, en fait. Ce dont on est sûr, c'est que ça n'a pas généré d'augmentation du renouvellement des terminaux. Les gens ne se sont pas sautés sur les terminaux parce qu'ils étaient 5G. Et donc ça, c'était une crainte qu'on n'avait honnêtement pas pris en compte au moment où on a lancé la 5G, mais qu'après coup, a posteriori, on s'est dit « Oh, il pourrait se passer ça », et en fait, ce n'est pas ce qui s'est passé. Les gens renouvellent leurs terminaux de moins en moins souvent, en fait. Donc en fait, tout ça pour dire que ce calcul des émissions évitées, il faut le prendre vraiment avec des pincettes. On peut raconter vraiment n'importe quoi. Alors pour votre question sur l'investissement dans le digital, vaut-il le coup? Premièrement, je dirais que le digital est indispensable à la décarbonation. En gros, si vous voulez réduire les émissions dans une supply chain mondiale
d'une grande entreprise, à la fois que ce soit à la conception, dans la production, etc., le digital est un outil absolument nécessaire. Voilà. Et l'infrastructure digitale qu'il faut et toutes les capacités digitales sont assez... Mais ça ne sert pas que à ça. Ça sert aussi à améliorer l'efficacité des process industriels et faire des gains de productivité très très significatifs. Hein. On parle de l'ordre de 25 à 30% dans la productivité et d'efficacité, par exemple, dans les usines. On parle aussi de 15 à 25% dans l'engineering également, grâce au digital, aux capacités associées à l'automatisation, au GenAI, à l'intelligence artificielle, etc., à toutes ces capacités dont j'ai listé une partie tout à l'heure. Et donc les gains sont effectivement très très significatifs. Réduire les coûts permet de réduire les émissions, on l'a dit, vous l'avez dit très justement aussi. Dépenser moins de capital et dépenser moins de choses, effectivement, ça permet de réduire aussi les émissions. Et également, ça permet aussi d'avoir les outils de mesure fins et détaillés qui permettent de se dire où est-ce qu'on consomme trop et comment je peux optimiser. Alors plutôt qu'aujourd'hui, les gens sont un peu dans le brouillard, comme on l'a dit, on ne connaît pas bien les volumes, on ne connaît pas la chaîne, etc. Après, sur l'investissement par rapport à ça, nos estimations, c'est que, et sur l'étude qu'on a faite sur 1000 entreprises, on est en train de parler d'un investissement entre de 2 à 4% du chiffre d'affaires par an pendant 4, 5, 6 ans. Vous voyez, et donc ça vous fait quand même un bon tiers de vos CAPEX pour une entreprise industrielle pour moderniser la façon dont elle développe. En fait, c'est l'idée de dire que le digital, c'est une technologie, ce sont des technologies qui vont permettre de transformer la manière dont on fabrique, la manière dont on conçoit, la manière dont on s'approvisionne. Avant, la technologie était principalement, on investissait dans le produit pour faire des produits à forte technologie, mais un peu moins dans la partie fabrication, dans la manière d'obtenir le produit. Maintenant, la technologie devient indispensable sur ça. Et ça va devenir indispensable, donc comme j'ai dit tout à l'heure, à la fois pour se décarboner, à la fois pour être plus efficace et aussi pour être plus agile. Et le retour sur investissement, en général, il est de l'ordre de... Enfin, le payback, dans les chiffres qu'on a, c'est 1 an et demi, 2 ans à peu près, sur ces investissements digitaux. Mais effectivement, à chaque fois, on progresse, on progresse, on progresse. Un dernier point aussi sur les entreprises, où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui, je ne l'ai pas montré ici, mais sur la mise en place de toutes ces nouvelles capacités dans le digital, d'accord, couvrant toute la chaîne que j'ai expliquée tout à l'heure, hein, depuis la conception, eh bien, on a fait un index de maturité, vous voyez, de 0 à 100% sur l'ensemble de ces capacités. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'en moyenne, les entreprises sont à 40% de maturité. Elles ont démarré toutes le digital, mais ce n'est pas encore du digital avancé, ce n'est pas encore des processus autonomes grâce à l'intelligence générative ou GenAI. Donc on n'est encore qu'à 40-50%, même pas de maturité, et elles ont des difficultés à monter à l'échelle l'ensemble de ces compétences dans le domaine du digital. Donc il y a encore un gros chemin à parcourir pour les entreprises pour y parvenir. Deuxième constat de cette étude, c'est que ce n'est pas une courbe une gaussienne, on l'a fait que sur des grands groupes, ce n'est pas une gaussienne, c'était avant une gaussienne il y a 5 ans quand on a fait l'étude, toutes les entreprises étaient au même niveau à peu près. Aujourd'hui, elle s'est complètement étalée et on voit une polarisation très importante entre un gros paquet d'entreprises qui restent au niveau très basique, digital moyen, etc., et elles seront vulnérables demain, auront du mal à réduire leurs émissions, et votre chiffre qui dit que ce n'est pas 2040 mais c'est 2060, ça va perdurer. Et un autre ensemble d'entreprises qui, elles, ont investi dans le digital pour s'équiper de ces nouvelles capacités et sont à des fonctionnalités avancées. C'est impossible de passer d'une supply chain où on travaille avec le papier, Excel, avec trade manuel, etc., à quelque chose qui soit avec des copilotes autonomes qui vous permettent de vous automatiser votre planification, votre scheduling, etc. Il faut le faire étape par étape, marche par marche. Mais si ces marches ne sont pas montées, eh bien, au bout de 5-6 ans, il y aura un tel décalage de performance entre les entreprises qui sont parvenues de celles qui, au contraire, sont restées à stagner dans la forêt de proof of concept qu'elles mettent tout en place et puis sans monter à l'échelle, eh bien, ça va faire sortir du marché énormément d'entreprises. À la fois parce que, par le jeu de je te tiens par la barbichette avec le scope 3, et en fait, mon scope 3, c'est en fait ton scope 2, et puis mon scope 2, c'est 1, donc il y a cette espèce de jeu-là.
On le voit aujourd'hui. Donc déjà, ça va faire sortir des entreprises qui ne sont pas capables de réduire leurs émissions. Si vous prenez par exemple ArcelorMittal, tiens, justement on le citait dans les énergies, qui a un énorme scope 1 et scope 2, puisque évidemment ils produisent avec des fours à gaz, ils sont en train de passer avec des fours électriques pour décarboner leur truc. Ça coûte 1 milliard par usine. Donc s'ils font ça, ce n'est pas uniquement pour avoir un super score au SBTI. Vous voyez, c'est aussi parce qu'ils savent que s'ils ne le font pas, dans X années, enfin dans quelques temps, leurs clients ne leur achèteront plus leur acier. Ils achèteront de l'acier décarboné parce qu'ils ont besoin de réduire leur scope 3, etc. Donc ce jeu-là est très vertueux. Il faut un prescripteur, parce que vous avez dit très justement, un prescripteur qui fait la métrique, et ensuite un jeu de je te tiens par la barbichette, entre guillemets, je te vends, et le client aide à réduire les émissions de son... Et pour avoir tout ça, effectivement, il faut aussi mettre en place toutes ces capacités. Donc il faut investir dans le digital, et donc il faut investir, etc. Et les entreprises qui ne pourront pas investir là-dedans, demain, elles seront sorties du marché. Je me permets juste un tout petit complément pour rebondir là-dessus. C'est en fait, les deux réponses montrent bien que la question, on la pose souvent mal. Le digital en tant que tel n'est ni décarbonant ni carbonant. Une offre n'est ni décarbonant ni décarbonant. Ce qui compte, c'est l'usage qu'on en fait. Et l'exemple, par exemple, la 5G, pour vous parler d'ArcelorMittal, on a construit un réseau 5G privé à ArcelorMittal au site de Dunkerque. Pourquoi? Pour diminuer les flux de matière et les flux d'énergie. Résultat des courses, ça décarbone plein de tubes. Alors que regarder Facebook ou TikTok sur son téléphone, ça ne décarbone pas grand-chose. Bonjour. Est-ce que vous pourriez justement revenir un petit peu sur les usages? Parce qu'on a beaucoup parlé de la chaîne de valeur et du scope 3 amont. Mais est-ce qu'on pourrait revenir sur le scope 3 aval, en fait le sujet de l'usage, de l'intensification de l'usage et du client? Comment Orange va faire en sorte que ils vont proposer des forfaits peut-être un petit peu limités, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est qu'on invite les clients à consommer plus. C'est une bonne question, et c'est une question qu'on n'a toujours pas résolue. Donc c'est bien parce que c'est un moteur de créativité. En fait, ce qui se passe déjà, il faut comprendre comment ça marche. Vous regardez une vidéo. Si vous la regardez chez vous, avec votre smartphone branché en Wi-Fi, c'est pas pareil que si vous la regardez dans le métro ou dans la rue avec votre smartphone, c'est pas pareil que si vous la regardez avec votre télé. Déjà, vous allumez votre télé, vous avez tué tout le reste. Parce qu'une télé, ça consomme beaucoup d'énergie. Si vous êtes chez vous, en fait, une fois que vous avez un accès fibre, ce qui compte, c'est la box, elle est allumée ou vous avez éteint votre box. Que vous trafiquiez ou que vous ne trafiquiez pas, ça ne change rien. Donc l'usage n'a aucun impact, ou vraiment extrêmement marginalement. Dans la rue, une fois que le réseau est installé, que vous trafiquiez ou ne trafiquiez pas, ça varie un petit peu. C'est-à-dire qu'en fait, entre les heures creuses et les heures pleines, on n'est pas du tout dans un régime dans les réseaux à ce qu'on appelle le zéro load, 0 watt. C'est-à-dire que si je n'ai pas de trafic, je ne consomme rien. Non, si je n'ai pas de trafic, je consomme quand même beaucoup encore. Et toutes les technologies qui arrivent font qu'on linéarise de plus en plus la consommation au trafic. Mais j'avais regardé ça, depuis j'ai changé de métier, mais quand j'avais regardé ça il y a 3 ans, en heure creuse, on consommait 85% de ce qu'on consommait en heure pleine dans le réseau mobile. C'est vous dire. Bon, depuis, on a fait des tas de trucs et on baisse. Mais donc, en fait, il faut comprendre, ce n'est pas l'usage en tant que tel qui est générateur de consommation énergétique dans d'émissions de gaz à effet de serre, c'est où est-ce qu'on le fait. Pourquoi dans le mobile, ça a un impact? Parce que plus de gens se connectent sur le mobile, plus le réseau sature, plus on construit des capacités pour désaturer. Donc, on achète des équipements, donc on implémente des sites, donc on branche tout ça sur du courant. À l'heure dite, là, à réseau installé, ça ne change pas grand-chose, vous trafiquez ou vous ne trafiquez pas. En revanche, plus vous trafiquez, plus on va en installer. Dans le monde du fixe, une fois que vous avez la fibre, vous êtes peinard pour 200 ans, là, je pense. Donc c'est bon, on va rien installer, on va changer des équipements, mais c'est marginal. Et donc en fait, c'est ça. Donc c'est difficile d'expliquer aux gens, il ne faut pas que tu consommes, parce que ce n'est pas vrai en fibre, mais... Et puis après, on vit, heureusement ou malheureusement c'est comme ça, dans un écosystème, en fait. Aujourd'hui, le premier opérateur qui dit « j'ai une bonne nouvelle, je réduis les forfaits », il sort du marché. Or, comme disait Alfred de Musset, qu'importe que la conscience soit vive si le bras est mort. À partir du moment où vous disparaissez, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, ce n'est pas possible pour nous aujourd'hui. Et donc, ce qu'on essaye de faire, c'est d'expliquer aux gens au moins l'impact de ce qu'ils font. Alors d'ailleurs, la loi nous y oblige, puisque si vous avez un abonnement Orange, vous allez dans Orange et moi. Si vous avez un abonnement chez SFR, chez Bouygues, chez Free, vous avez l'équivalent chez eux. Et vous trouvez les émissions de CO2 liées à votre usage.
avec un calcul qui a été validé par l'ADEME, auquel évidemment Orange a participé, et qui vous donne, en fonction de vos consommations de data sur le mobile, il y a un calcul en moyenne, donc forcément c'est vrai en moyenne, c'est faux au cas particulier, mais ça donne en moyenne votre consommation de CO2. Mais vous avez trouvé des chiffres ridicules. Si dans l'année vous faites 1 kilo, c'est bien quoi. Donc vous mangez 2 steaks et c'est terminé. Hein. Vous les avez bouffés, hein, votre kilo. Hein. Enfin, je ne sais pas exactement, mais... Et du coup, c'est un problème qui est compliqué, parce qu'on ne peut pas arriver en disant être plus vertueux que les autres, quitte au risque de sortir du marché. Et le truc qu'on n'a pas trouvé encore, en plus, très honnêtement, je ne sais pas s'il y a des marketeurs dans la salle, mais un marketeur, il est en général assez frileux quand même. Hein. Il aime bien les bonnes idées quand elles ont déjà été testées avant ailleurs. Et du coup, on n'a pas encore trouvé le truc qui fait que je vais vendre une offre et ça va attirer les clients parce qu'elle est vertueuse. On vient de tenter le coup là, au mois de février sur le marché entreprise où on a lancé une offre. J'y suis strictement pour rien, donc c'est pour ça que je la trouve bien celle-là. On a lancé une offre qui s'appelle Circular Mobility où on affiche sur l'offre, si vous prenez cette offre-là, vous diminuez de 20 à 40% les émissions de CO2 liées à votre flotte mobile entreprise. Et je vous disais, hein, certifié. Ce truc-là a été certifié par l'AFNOR, la méthode de calcul. Si ce n'est pas certifié, il ne faut pas le dire. Parce qu'on raconte ce qu'on veut, en fait. Merci. Mais après, dans vous pouvez le B2B, compléter peut-être au-delà de ce marché, comment, en fait, certaines entreprises arrivent à emmener leurs clients sur la sobriété d'usage. Alors, c'est pas fait... Enfin, je prends dans le B2B, parce que là, on a eu un exemple dans le service. Mais par exemple, quand vous fabriquez une voiture ou un avion, par exemple, d'accord ? Donc, bon, l'avionneur peut se dire, bon, bah, lui, c'est son devoir d'essayer de réduire les émissions, de fabriquer des avions qui vont être plus économes. Mais celui qui est en amont, qui fabrique, par exemple, l'avionique d'un avion, eh ben, il est pénalisé dans son scope 3. On va intégrer le fait que son produit va dans des avions qui émettent du carbone. Hein, ou quand vous fabriquez un équipement de voiture, dans le scope 3, vous allez avoir la partie fournisseur, la partie amont, mais aussi la partie aval. Voilà. Et là, c'est là que c'est compliqué pour les entreprises. Elles ont peu de leviers, je dirais, en B2B, pour agir et dire à leurs clients, faut que tu réduises le carbone dans tes produits, sinon quoi. Donc c'est ça que c'est assez difficile, effectivement. Et c'est une grosse partie dans le scope 3 des fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, la partie aval de l'utilisation de leurs produits. Alors il y en a qui essayent effectivement de proposer des services connectés qui vont permettre à leurs produits d'être moins carbonés, etc., etc. Mais les leviers ne sont pas là. Les entreprises ont plus de leviers sur leurs fournisseurs, parce qu'elles peuvent agir sur leurs fournisseurs pour dire, cher fournisseur, voilà, hein, si vous ne réduisez pas vos émissions, je vais travailler avec votre petit copain. Ça, c'est une vraie possibilité. Mais agir sur son client, pour une entreprise dans le B2B, c'est quand même pas simple. Il y a quand même un cas où ça marche, en fait. Mais pour l'instant, c'est marginal. Si je reprends l'exemple de l'avionique, on a le même sur les box. Si vous construisez une avionique qui permet à l'avion de consommer moins de kérosène, vous allez diminuer le scope 3. Donc nous, dans les box, on met des facteurs, des programmes de mode de veille un peu plus avancés, etc., qui vous permettent de diminuer la consommation électrique de la box. Ouais. Mais dans l'ampleur du scope 3 pour un opérateur, c'est pas grand-chose. Bon, je pense qu'il est temps... Ouais, voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tout le monde pour vos questions. Et puis, il est le moment de passer à une pause bien méritée, c'est ça ? Peut-être est-ce qu'on peut applaudir les intervenants avant de passer à la pause ? Bien, merci beaucoup pour ces échanges très pertinents.